Bonjour à tous, donc, je m'appelle Adrien Barthélemy, je suis en Master 2 HICG et je rédige un mémoire sur l'emploi des chars de combat français, enfin de l'armée française pendant la guerre du Rif, donc en 1925-1926. C'est un conflit qui se passe au nord du Maroc. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation précise de mon mémoire, car c'est quand même un sujet extrêmement technique. Donc je vais plutôt être assez général et vous présenter plutôt certaines dynamiques d'adaptation et de transformation de la guerre coloniale, puisque c'est globalement le sujet de ma thèse de l'année prochaine du coup. Donc je trouvais ça plutôt intéressant d'étudier ça avec l'exemple de la guerre du Rif et des chars de combat. Voilà. Donc il y a un certain nombre de transformations qu'on peut étudier dans les guerres. Elles peuvent être culturelles, peuvent être politiques. Moi je suis plutôt étudier dans ce cadre de cette communication les transformations qui sont liées au combat. Donc ce sont des transformations qui permettent d'étudier tous les acteurs, que ce soit le simple combattant jusqu'au ministre de la guerre, à l'autorité de Paris, mais qui permet aussi d'étudier ceux qui sont en face, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les indigènes. Ce sont ceux qui luttent contre la pénétration des autorités, des puissances coloniales. Donc dans ce cadre, les Espagnols et les Français à partir de 1925. Voilà. Donc dans chaque guerre, il y a des transformations, c'est quasiment une sorte de constante. On va avoir une succession de transformations, et pour vous imager ces transformations, je prends l'exemple de la Grande Guerre. Vous savez que pour la Grande Guerre, c'est un cas qu'on connaît tous, vous avez d'abord la guerre de mouvement, qui est une sorte de guerre traditionnelle issue du XIXe siècle, qui est suivie de la guerre de position, et on a un retour à la guerre de mouvement. En fait, en 1914, on a des innovations technologiques qui sont notamment les mitrailleuses et les canons d'artillerie en masse, qui impliquent pour les soldats de s'enterrer dans les tranchées. Donc là, c'est une innovation. Ensuite, on a, pour répondre à cette guerre de tranchées, pour redonner le mouvement, on va mettre en place les chars de combat qu'on va étudier, qui vont redonner le mouvement. Donc encore une transformation, une adaptation de la guerre. Donc voilà. Et on suit le même principe de transformation avec une succession d'adaptations, y compris dans la guerre coloniale. Et là, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc moi, je vais me concentrer sur les guerres contre-insurrectionnelles, et en particulier donc, les guerres coloniales, qui se font au lendemain de la Grande Guerre, et en particulier la guerre du Rif. Donc c'est un conflit colonial qui se déroule au nord du Maroc, dans le massif du Rif. Il commence en 1920-1921 avec l'Espagne, puis à partir de 1925, avril 1925, il y a 100 ans, quasiment, à 2 semaines près, je crois, oui, à 2 semaines près, avec l'implication des Français. Au début, les premiers mois, donc avril jusqu'à à peu près juin-juillet, c'est une série de défaites pour l'armée française, avec des postes fortifiés qui sont pris, des colonnes mobiles qui sont attaquées, on a énormément de pertes, et ces pertes, ce sont des contraintes, et ça va amener l'armée française à s'adapter et à avoir des transformations qui sont relativement brutales. Donc on va passer, comme pour ce que je vous expliquais par rapport à la Grande Guerre, on va passer d'un modèle traditionnel issu du XIXe siècle, des guerres coloniales du XIXe siècle, à un modèle beaucoup plus moderne qui est issu des retours d'expérience de la Grande Guerre. Et on va aboutir à une guerre coloniale hybride entre la guerre européenne et la guerre coloniale. Et c'est ça qui est intéressant avec la guerre du Rif. Pour comprendre donc, ce processus de transformation, il faut d'abord comprendre le modèle préexistant au Maroc. Celui qui gouverne à l'époque, en 1925, et depuis 1912, c'est le maréchal Lyautey. C'est un colonial qui a commencé sa carrière en Indochine, plutôt au Tonkin, et qui a appris son métier auprès de grands noms des méthodes coloniales, de guerre coloniale, qui sont Penquin et Gallieni. Ces 3 personnages, donc Lyautey, Penquin et Gallieni, ils théorisent ce qu'on appelle dans un cadre colonial la pacification. C'est une méthode de conquête coloniale qui se base, au 19e siècle, 20e siècle,
ça s'utilise ce terme de pacification dans un cadre colonial. Et ce modèle, en tout cas en Indochine, se base sur des pratiques basées sur l'action politique. Donc c'est ce que nous détaillait en détail Naoras précédemment. Donc ces méthodes basées sur l'action politique, elles se basent principalement sur les populations, sur les familles dans le cadre du Djebel Druze, aussi du côté rifin, sur les tribus. Oui, donc c'est bien, tu as fait une partie de mon boulot. Donc j'ai pas besoin trop de vous réexpliquer ça. Et en fait, ce principe d'action politique, qui va être privilégié par rapport à une action militaire, se fait principalement parce qu'on n'a pas beaucoup d'effectifs militaires. Donc on préfère utiliser, parce qu'on n'a pas trop le choix, les populations et utiliser la diplomatie locale pour conquérir ces zones. Toute cette pacification que je vous décris là, qui est la pacification mise en place en Indochine principalement, elle est issue, enfin, on l'a décrit comme celle de l'école de pensée tonkinoise, non, indo-chinoise, celle notamment que met en place Penkin, puis qui est reprise, etc. Parallèlement, on a aussi l'école de pensée des Soudanais, donc c'est plutôt une expérience militaire coloniale qui est subsaharienne, en Afrique subsaharienne. Là, contrairement à l'Indochine, on priorise plutôt des aspects plus sur... on priorise plutôt l'action militaire plus que l'action politique. Et donc on a finalement une pacification qui est beaucoup plus violente d'une certaine façon. Au Maroc, depuis 1907-1912, les écoles de pensée tonkinoises et soudanaises s'hybrident d'une certaine façon au Maroc. Ce qui fait qu'on a en fait une opposition à la fois culturelle et militaire sur le territoire marocain. Et on a une pacification qui est différente des autres modèles. On a aussi la présence d'un meilleur armement en plus grande quantité qui va amener peut-être à favoriser la version soudanaise de la pacification et donc à une version plus violente que ce qu'on aurait pu voir par exemple en Indochine, bien qu'elle était déjà violente. Mais la stratégie d'ensemble, la stratégie d'ensemble se base plutôt sur les méthodes développées par l'IOT, avec sur le terrain plutôt des adaptations qui sont liées aux Soudanais. Bref. Ici où on a la pièce maîtresse de la pacification au Maroc. C'est le poste fortifié. C'est la pièce maîtresse de l'action politique. C'est une petite place fortifiée placée aux marges de la conquête coloniale et qui sert à incarner la présence française, mais aussi à mener l'action politique, c'est-à-dire aller chercher une certaine diplomatie locale. Donc à l'intérieur, on a des officiers de renseignement, c'est ceux que nous décrivait Naoras juste avant. Donc le front de pacification au nord du Maroc en 1925 devient presque une sorte de limès romain. Donc ce n'est pas une frontière linéaire, mais c'est une succession, enfin c'est pas un mur, mais c'est une succession presque linéaire de ces petits postes fortifiés ici, qui préparent politiquement les territoires qui vont être conquis dans les mois, voire les années qui suivent. Et alors, en avril 1925, ce sont ces petits postes donc, qui sont à la frontière sur le front de pacification, entre guillemets, c'est le terme utilisé à l'époque, et qui vont être attaqués par les rifins. Et ces rifins-là, ils vont attaquer ces postes avec du matériel européen, notamment de l'artillerie. Et ces petits postes-là, qui sont employés notamment en Indochine depuis le 19e siècle, eh bien, ils vont déjà se transformer. Là, on voit, alors si vous voyez bien, on voit. Par exemple, là, vous voyez, il a un plan rectangulaire avec des petites tours. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en Indochine, mais autour, vous allez voir des tranchées. Donc, sur la partie sud, vous allez voir des tranchées, vous allez voir des barbelés. Et bien ça, c'est une adaptation qui vient directement des acquis de la Première Guerre mondiale. Parce qu'en face, vous avez de l'artillerie, tout simplement. On a un autre exemple d'adaptation, c'est l'aviation. Alors l'aviation, elle est présente au Maroc depuis 1911, ce qui est très intéressant, parce qu'au Maroc, elle enchaîne innovation sur innovation jusqu'en 1914. Par exemple, le bombardement aérien et les bombardements stratégiques, c'est une innovation qu'on a au Maroc, pour le cadre de l'armée française.
Ensuite, donc cette innovation qui est le bombardement aérien, il est emporté en Europe, puis il est rapporté après 1918 au Maroc, et il va être réutilisé. Voilà. Pardon. Et donc ici, par exemple, on a un avion de bombardement à gauche, et l'autre innovation qui vient directement du Maroc, c'est l'emploi d'aviation pour l'évacuation sanitaire, ce qui est totalement nouveau. Toutes ces évolutions et ces transformations se font en fonction de plusieurs contraintes. La guerre, de façon générale, elle s'adapte à plein de façons différentes, enfin plein de façons différentes, sur plein d'aspects différents, un nombre incalculable de contraintes. Et c'est cette complexité qui fait qu'aucune guerre ne se ressemble vraiment. Dans le cadre du Maroc, la France est opposée à des populations qui ont une culture combattante sans avoir une vraie expérience de la guerre. Dans le Rif, ça change puisqu'on a des combattants qui se sont opposés pendant plusieurs années aux Espagnols. Ils ont aussi capturé de l'armement européen, comme de l'artillerie, des fusées et des mitrailleuses. Voilà, je change. Là, vous avez les Rifins, donc ce sont ceux qui combattent les Espagnols puis les Français. Cette photo est très intéressante parce que vous voyez qu'ils ont une tunique qui est traditionnelle et en même temps, vous voyez qu'ils ont de l'armement moderne qu'ils ont capturé aux Espagnols. Et ce qui est intéressant, c'est que, mis à part cet armement, ils ont aussi des pratiques qui vont changer et qui vont devenir très européennes. Typiquement, c'est lié par exemple aux migrations économiques qui vont se faire pendant la Première Guerre mondiale. Le Rif étant une région très pauvre, ils vont aller en Oranie, donc côté algérien, également du côté marocain pris par les Français, et ils vont aller dans les troupes coloniales françaises chez les tirailleurs. Ils vont avoir l'expérience de la Première Guerre mondiale en Europe. Ils vont revenir dans le Rif pour combattre les Espagnols. Et alors là, ils vont retransmettre l'expérience européenne dans un conflit colonial. Voilà. Tac, tac, tac. Ça passe vite le temps. De l'autre côté, donc vous avez une transformation européenne du côté rifin et vous avez aussi une transformation de la conquête coloniale, de la guerre coloniale vous avez une transformation européenne de la guerre coloniale aussi par l'introduction de nouveaux matériels du côté français. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a une évolution vers un modèle européen. L'apparition de chars de combat, par exemple, va être imposée dans le contexte colonial. Dès octobre 1918, la Grande Guerre n'est pas encore finie, qu'on a déjà des chars qui sont employés sur des théâtres d'opérations coloniales, alors que ce sont des véhicules qui sont faits pour pour aborder des tranchées, etc. Et là, ils vont être utilisés dans un contexte colonial et pas dans les plaines pour lesquelles ils avaient été conçus. Donc par exemple, là sur ces photos, on a donc là elles ont toutes été prises en 1919. On a un char dans les rizières, au-dessus à gauche. En bas, on a un char à Istanbul. Et à droite, on a un char au Maroc. Tout en 1919. Donc en fait, on exporte une innovation européenne dans un cadre colonial. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec le char, c'est que, et en particulier pendant la guerre du Rif, parce que là, tous ces véhicules, en 1919, ils sont demandés par les autorités coloniales sur place, mais pendant la guerre du Rif, les chars sont demandés, sont envoyés, pas sur la demande des autorités coloniales, mais ils sont imposés dans une guerre par Paris, par le ministère de la guerre. En fait, on veut transformer la guerre c'est Paris qui veut transformer la guerre coloniale et pas les autorités sur place. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais vite. Il y a trop de trucs à dire. Et donc, en fait, on va avoir une guerre coloniale qui va se moderniser sans vraiment l'accord des autorités coloniales sur place. Ce qui fait que avec les contraintes de la guerre du Rif, parce qu'il y a énormément de pertes, parce que le contexte est difficile, parce qu'il y a beaucoup de défaites et il y a beaucoup de pertes, on essaye on se dit que le modèle
préexistant traditionnel du 19e siècle n'est pas le bon modèle, et donc on va essayer d'imposer un modèle plus moderne, plus performant, peut-être plus violent, pour répondre à une solution, pour répondre à des contraintes qui sont très difficiles. Et cela se caractérise principalement par les chars de combat, ça se caractérise aussi par l'emploi d'artillerie lourde, par l'emploi de bombardements aériens contre des populations civiles, des bombardements de civils, de maisons, de mosquées, etc. Et on va avoir... Pardon. Des questions, ça. Pardon. En fait, les chars, au début, vont être... Parce que l'introduction de ces véhicules modernes et européens va être très brutale, la transformation, elle, qui demande une certaine lenteur, parce qu'il y a un processus réflexif à avoir sur une adaptation à des contraintes locales diverses et variées, coloniales, eh bien, cette transformation et cette adaptation va être difficile puisque l'introduction est brutale. Ce qui fait qu'en fait, les chars vont être employés comme s'ils étaient employés en Europe. L'artillerie, qui est normalement faite pour des préparations d'artillerie, pour détruire des tranchées, vont être tout de suite adaptées pour être utilisées contre des bâtiments civils. Et comment dire, j'essaie d'aller vite, mais c'est difficile. Ces transformations brutales vont apporter une énorme violence parce que on adapte violemment du matériel européen qui est fait pour la haute intensité, pour combattre des tranchées, etc., à un modèle de basse intensité contre-insurrectionnelle contre des combattants rifins qui ne sont pas des professionnels dans leur grande majorité, qui sont principalement à 95%. J'ai fait une étude prosopographique des combattants rifins dont j'avais les données. Ce sont à 95% des personnes qui ne sont pas professionnelles, ce sont des paysans qui sont juste mobilisés temporairement. Ils ont face à eux du matériel moderne qui est employé violemment. Et là, on va trouver bizarrement une sorte d'emploi colonial de ces chars, de cette artillerie, etc., comme arme psychologique. C'est-à-dire que, et là ça rentre dans l'action politique de la pacification, c'est-à-dire qu'on va avoir les chars qui sont employés comme force politique pour soumettre, c'est le terme d'époque entre guillemets évidemment, pour soumettre des populations juste par la présence de ces véhicules, juste par le bombardement de leur cité, etc. Alors j'ai une photo, si on va passer vite. Voilà, par exemple, voilà, ça c'est une photo aérienne qui est au SHD. Vous avez un bombardement d'une ville faite par ce type de véhicule, de canons, donc ceux qu'on a juste derrière, ce sont des canons qui sont faits pour détruire des fortifications. Et bien là, on va les utiliser uniquement pour bombarder des villes. Et donc, on essaye d'adapter la guerre sur des modèles européens, mais finalement, ce n'est pas adapté. Et on arrive à une transformation de la guerre qui est de plus en plus violente. Voilà, donc avec forcément beaucoup de pertes civiles, des populations qui sont soumises pas forcément de leur propre volonté, enfin, je pense que ça n'a jamais vraiment été le cas, mais en tout cas là qui sont vraiment mises sous pression, on détruit leur culture, et c'est une méthode de guerre coloniale que de recourir à la violence. Et il reste une minute. L'emploi des chars, l'emploi de l'artillerie, l'emploi de l'aviation de bombardement, l'emploi généralement de ces armes européennes ont un but maintenant dans une guerre coloniale de force psychologique pour non pas réduire une armée adverse, mais finalement réduire une population par des moyens psychologiques. Est-ce que j'aurai le temps ouais, j'ai le temps. Ouais. Voilà. Ensuite, je dirais aussi, voilà, ça c'est juste un petit point. Au niveau des civils, donc ça, ce sont deux illustrations qui sont issues de la presse. Côté métropole, l'emploi d'armes, et là je prends l'exemple des chars, mais l'emploi d'armes européennes issues de la Première Guerre mondiale devient normal.
C'est-à-dire, par exemple, vous avez, donc, à droite, c'est juste une photographie qui est issue de la presse. Mais alors, à gauche, vous voyez, c'est une pub. Ouais, 30 secondes, 10 secondes. Allez. Vous avez une illustration qui est, en fait, c'est une pub pour juste une peinture. Et on utilise le char dans un contexte colonial, donc là, de la guerre du Rif, comme si le char, l'artillerie devienne normale. Tant de violence, en fait, devient totalement normal. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Mais voilà. Bon, c'était trop rapide. J'aurais bien voulu développer un peu plus. Merci Adrien. Sur cette question de la violence, est-ce que les opinions publiques en Europe, elles en ont quelque chose à... Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça en Europe, que ce soit des opinions publiques, les partis politiques ou des choses comme ça, disant que bon, c'est quand même un peu chaud. Ou vraiment, il y a un silence radio total. Alors, j'ai étudié un peu la presse, du coup, parce qu'il y a pas mal de documentation là-dessus, disponible en ligne surtout. Eh bien, par exemple, on voit sur l'Humanité, dans le journal L'Humanité, donc communiste plutôt, les violences de guerre ne sont pas... Enfin, vis-à-vis des civils, on critique l'impérialisme français, le colonialisme, etc. Mais en fait, l'intérêt des communistes est plutôt lié au sang des soldats français versés. En fait, par exemple, prenons l'exemple de Paul Vaillant-Couturier. Donc, c'est un député communiste qui est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui est député alors en 1925. Lui, son intérêt, ce n'est pas tant les Rifains. Franchement, je crois qu'il n'a pas un grand intérêt par rapport à eux. Par contre, lui, ce qu'il juge particulièrement à l'Assemblée et dans la presse, c'est en fait que les soldats français sont tués pour rien. Ils versent leur sang pour rien, tout simplement. Donc finalement, à la limite, alors ça, malheureusement, j'ai pas trop de preuves, mais en tout cas, il le montre pas trop. Mais j'ai même l'impression qu'en fait, ils veulent tellement que le sang des soldats, enfin une économie du sang des soldats français sur place, que finalement, l'emploi des chars, ça les arrange d'une certaine façon. Parce que, en fait, l'argument derrière l'emploi des chars, c'est il y a des pertes en face, ils ont de l'artillerie, ils ont des tranchées. Le char, il est fait contre l'artillerie et les tranchées. Si on déploie sur place des chars, eh bien, il y aura moins de pertes. Et d'une certaine façon, c'est un argument mis en place par le ministre de la Guerre, mais qui est repris largement à l'Assemblée. Voilà. J'espère que ça répond vaguement à la question. Moi aussi, j'ai une question. Ah, super. Oui, yes. Oui, merci. Je rebondis un peu sur ce que tu dis là. Tu parles de l'artillerie, du coup, que ces populations locales ont. Et vu que tu les as décrits comme des paysans, et qu'ils récupèrent les armes des Français, est-ce qu'il y a une organisation militaire quand même de ces rebelles ? C'est super, parce que... Ou etc. Est-ce qu'ils fabriquent cette artillerie, finalement ? Voilà, c'est super, parce que les questions, du coup, elles me permettent d'avoir plus de temps pour développer. Alors, c'est très bien, parce qu'en gros... les Rifains, l'organisation militaire rifaine, c'est très intéressant à étudier. Elle est un peu comparable à celle d'Abdelkader, donc au milieu du 19e siècle, en Algérie. C'est-à-dire qu'on a un État rifin mis en place en 1923. C'est une république. Donc en fait, c'est une république, c'est selon des standards européens, on va dire. Mais vous avez vraiment une centralisation de l'objet militaire, avec une centralisation de la logistique. Vous avez une armée rifaine qui est faite de professionnels de la guerre, donc des personnes qui sont soldées, qui servent en fait de conseillers militaires à une certaine partie, à toute la population, qui, elle, en fait, vous avez un noyau de réguliers, et tout autour, vous avez 90% de personnels qui sont mobilisés temporairement dans des tribus, qui sont liés dans cette république. Et ces réguliers, donc ces soldats, si on peut parler de soldats du coup vu qu'ils sont soldés, eh bien eux ils ont une spécialité, ça va être l'emploi de la mitrailleuse, ça va être creuser judicieusement des tranchées, ça va être utiliser un armement type artillerie. Ils sont spécialisés aussi parce qu'il y en a qui sont d'anciens tirailleurs, marocains, algériens, donc qui ont une expérience militaire, mais il y a aussi des mercenaires étrangers
on a qui sont des déserteurs, principalement des déserteurs de la Légion étrangère française, des déserteurs espagnols qui, eux, ont vraiment une éducation militaire et qui sont aussi spécialisés, par exemple, dans l'emploi de mitrailleuses. Et ils servent à l'entraînement de ces réguliers rifains et à conseiller les tribus locales qui combattent. Voilà. Donc c'est très intéressant. C'est aussi pour ça qu'en fait, la révolte, enfin, c'est pas une révolte, mais la résistance rifaine est moderne et elle pose vraiment problème aux deux puissances coloniales que sont la France et l'Espagne. Voilà. Oui, monsieur Pluy. Alors là aussi, pour rebondir sur une question que Philippe Lustre avait posée, il nous faudrait une carte du mythe avec le relief. Oui. Parce que c'est fondamental en réalité. Voilà. Et là, je peux vous dire, même sans être un grand spécialiste, que vos chars, ça sert à rien. Bah, c'est faux. Vous n'avez pas grand-chose en tout cas. Pas grand-chose, dans la mesure où vous avez des soldats rifains qui utilisent encore, et j'ai été étonné de pas avoir l'expression, qui utilisent encore le principe de la guérilla. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez la possibilité d'avoir de la guerre statique de tranchées, ce que vous avez décrit. Supposons effectivement que c'est une hybridation de ce qu'ils ont vécu en Europe. En revanche, la guérilla, ce qu'on appelait la petite guerre à l'époque moderne, elle est toujours valide. Et la question qu'on peut se poser, c'est que cette guérilla, elle est sans doute, en tout cas, pas tant en échec que ça, face aux colonnes de blindés. Et quand je dis colonnes de blindés, il faudrait les dénombrer. Ils sont certainement très peu nombreux, parce que la France a une logistique militaire catastrophique, il y a que la Méditerranée à traverser, et à mon avis, c'était déjà extrêmement complexe. Donc, moi, je me pose la question de savoir, c'est au fond, si l'armée française tourne les blindés vers la destruction de villes, et donc du meurtre de civils, disons les choses, c'est au fond peut-être qu'elle est en échec aussi dans ce type de région et ce type de relief, face à une guerre qui est une guerre de type guérilla, et qui, pour les Européens, depuis l'époque moderne, a toujours été extrêmement difficile à éliminer, au fond. Oui. Alors, pour répondre à la première affirmation... Même si je sais que vous êtes passionné par les chars, et vous allez les défendre. Ah bah forcément. Alors, voilà, là j'ai pris cette image que je n'ai pas pu décrire parce que voilà, j'étais un peu pressé. Mais alors, tac. J'ai pris cette photo parce qu'ils ont combattu là les chars. Alors, ils étaient 86 au total. Et alors là, vous avez un petit fortin qui était assiégé. Et du coup, les chars sont allés sur toute cette partie-là, qui est la partie la plus montagneuse du Rif. Donc, allez, ici, là, enfin bref, toutes les montagnes. Et finalement, ils ont prouvé qu'ils étaient extrêmement... Ah non, vraiment. Non, mais évidemment, vous êtes plus spécialiste que moi sur la question, c'est votre sujet. Je ne suis pas sûr que les manœuvres aient été aussi faciles que vous l'imaginez. Non, franchement, pour avoir déjà conduit un FT, je peux vous assurer que c'est galère. Moi, c'était sur terrain plat. Donc, sur terrain montagneux, ça devait être d'autant plus compliqué. Mais finalement, au début, ils avaient à peu près la même perception que vous. Et ils ont été surpris. Que finalement... Ils ont été surpris et finalement les chars se sont plutôt bien tenus en montagne. D'ailleurs, il y a une certaine pérennité dans l'emploi des chars en montagne jusqu'en Afghanistan dans les années 2000. Et les chars ont été efficaces en montagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été employés, parce qu'il y a des expérimentations qui ont lieu dès 1919 au Maroc. D'ailleurs, dans le Rif, ils ont prouvé leur efficacité et ils sont renvoyés dans le Rif. Donc ça prouve aussi que on a quand même une expérience qui montre que le char est efficace. Ensuite, concernant... Mais pas déterminant, dans le sens où ils sont obligés à la fin de massacrer des villes et de tirer sur des civils pour avoir le territoire. Après, le char, dans la doctrine d'emploi française, est une arme secondaire. En fait, elle est équivalente au niveau doctrinal à une grenade. Pour vous dire à quel point c'est important. Je suis désolé, là, j'ai versé une petite larme. Mais... ils ont un impact secondaire déjà dans la doctrine d'emploi. Donc en fait, c'est d'une certaine façon, on est piégé dans une doctrine qui fait que le char n'a pas un impact important. J'essaye de me justifier, mais j'essaye de justifier que les chars sont formidables, mais pas tant que ça. Et ensuite, concernant la guérilla, c'est vrai que combattre une guérilla quand on a une armée européenne, c'est compliqué. Et ça, c'est depuis très longtemps.
Et en fait, les adaptations que je vous ai montrées, effectivement, elles sont tellement rapides qu'on ne peut pas s'adapter à la guérilla. Et en fait, on détruit un modèle qui était plus ou moins efficace contre la guérilla, on implante un modèle européen avec des divisions, etc., qui ne sont plus du tout adaptés. Donc finalement, on perd en efficacité et du coup, on a plus de violence parce qu'il y a un échec, il y a un deuxième échec. Et bon, les chars, de ce que j'ai vu qu'ils ont... J'essaye encore de les sauver, hein, c'est incroyable, mais vu qu'en fait, ils ont un rôle secondaire, ils ne sont pas impliqués dans des massacres non plus. Mais par contre, oui, l'artillerie, oui, clairement, oui. L'artillerie, l'aviation, ça c'est clair. Parce que les chars ne sont pas tant employés contre... c'est toujours la même histoire dans le cadre de la colonisation française mais oui. et européenne. Faute de pouvoir réduire un territoire, on le détruit. Parlant, on s'attaque à la population civile. C'est ça. Ça marche toujours mieux. Bah, au bout d'un moment, oui, c'est quand il n'y en a plus. Ouais. Tu vas me dire les choses. Bah oui. Non, je vous dis juste par rapport aux chars. D'ailleurs, on a bien dit que vous aviez une collection personnelle. Mais oui, ah bon, pour votre anniversaire. Ah mais j'ai toute la collection là déjà. Bon, ça va, c'était 5 € la photo. Ça va. J'ai arnaqué quelqu'un. Mais bref. Et ouais, très belle photo. Hyper rare. Alors, justement, là, en fait, dans ce type de char-là, on met 2 personnes. Donc, un conducteur, un mec dans la tourelle qui utilise l'armement. Bizarre. Alors, c'est un truc que j'ai pas développé non plus. Ça, c'est fou. Mais du coup, en fait, les chars, normalement, sont invulnérables dans le Rif. Parce qu'il n'y a pas d'artillerie anti-char en face. Il y a de l'artillerie, mais il n'y a pas d'artillerie anti-char. Et bizarrement, ces 2 personnels-là, parce que j'ai fait une sorte d'étude prosopographique un petit peu de ces combattants dans les chars, parce que j'ai quelques noms, et j'ai essayé de faire des statistiques concernant ces personnels-là, leur expérience coloniale, etc. En fait, ils n'ont pas d'expérience coloniale, donc déjà, on n'a pas d'adaptation coloniale de ces unités-là. Et comment dire, ces personnels-là, bien, ils sont pas mal blessés quand même dans ces véhicules-là. Comment dire, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en fait, même le char n'est pas adapté à la guerre coloniale. Et ça, c'est le problème. Mais il est efficace, mais il n'est pas adapté. D'ailleurs, pour avoir un exemple vivant, il y a un des Indiana Jones. Mais oui. Vous l'avez vu. Et le char tombe, parce qu'il est nul. Et en l'occurrence, Harrison Ford et Sean Connery, en l'occurrence, on a le parfait dysfonctionnement de ce type d'armement qui, en terrain colonial, est quand même moyennement efficace. C'est de la fantaisie, monsieur. C'est faux. Mais bref, voilà. Mais sinon, le char est bien. Et au passage, c'est toujours Renault qui les fait. Alors là, c'est Renault, Berlier, etc. Il y a plein de Billancourt. Delaunay-Belleville, ici, c'est Made in Nantes. Mais yes. Mais, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Histoire que je complète ma présentation. Finalement, j'aurais tout dit, hein, c'est fou. Au bout de 25 minutes. Pas d'autres questions? Fini la conférence. Et merci Adrien, on va passer à une rapide conclusion par Paul et Julie. Puis après, voilà.